Bonjour à tous. Est-ce que des personnes sont connectées en ce moment? Je pose cette question parce que depuis ce matin, j'éprouve d'énormes difficultés à réaliser un direct, un live. Je suis convaincu que les services de Facebook ont restreint ma capacité à diffuser. Voilà, il y a un qui s'affiche, certainement une machine qui est là pour m'empêcher de faire la diffusion, qui ne va pas se prononcer et qui va se retirer, empêchant ainsi que je puisse réaliser le direct. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se connecter? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se connecter? Une deuxième personne est connectée. Je vais ajouter. Ok, Sylvie Ayant, regarde, c'est très bien. Est-ce que Sylvie Ayant peut partager cette vidéo? Est-ce que Sylvie Ayant peut aimer la vidéo? Très bien. Bonjour ma soeur Sylvie, merci de te connecter. Il faut absolument vous connecter parce que depuis ce matin, j'essaye de faire ce direct et on m'en empêche. Les services de Facebook m'empêchent de faire un direct depuis ce matin. J'étais sur la plateforme New Power Official où je fais d'habitude des directs. Eh bien, cela a été rendu impossible. J'ai dû recourir à la page personnelle Private Ngomo pour le faire. Et je vois que vous êtes connectés. Il faut mettre des cœurs. Il faut aimer la vidéo pour que je puisse aller jusqu'au bout de notre entreprise commune. Oui. Connectez-vous, partagez la vidéo. Je vais moi-même essayer de le faire en partageant. Faites la même chose, de grâce. Mettez les cœurs et partagez la vidéo pour que je puisse justement livrer le message. Vous êtes déjà 11. Vous êtes déjà 11, c'est très bien. Mais de grâce, continuez à partager la vidéo. Continuez à mettre des cœurs. Vous êtes 12. Je vais commencer la vidéo à partir de 20 personnes. Ce sera déjà suffisant. Je vous l'ai dit dans mes différents lives, beaucoup de personnes ne souhaitent pas que sur la question des accords secrets de coopération que nous avons dénommés les accords secrets néocoloniaux, nous puissions livrer la substance. Puisqu'elle est cachée depuis les années 60, on refuse de diffuser aux Gabonais une information qui pourtant, les concerne. Est-ce normal que les accords de coopération qui engagent l'avenir de notre pays depuis les indépendances sont soustraits à la vue des Gabonais? Ce n'est pas normal. Il y a donc des choses à cacher. Cela est suspect. Ce secret est suspect. Et c'est ce secret que nous sommes en train de dévoiler. Et ça ne plaît pas. Depuis ce matin, depuis 10 heures, j'essaye désespérément sur la plateforme New Power Europa où j'ai l'habitude de faire des directs. J'essaye de faire une conférence sur l'acte 4 de notre campagne The France-Afrique Bashing. Eh bien, je n'y arrive pas. Ils ont restreint mes capacités de diffusion. Ils ont restreint mes capacités à faire une conférence, à faire un live. Les agents france-africains m'empêchent de m'exprimer. Ils m'empêchent de vous parler, de vous dire ce qui vous concerne et ce qui explique pourquoi notre pays vit cette catastrophe situation. Voilà, nous sommes déjà à 18. Il faut maintenant que nous passions à 20. Dès qu'on passe à 20, je vais donc attaquer cette conférence. Je vais donc démarrer ce live. Voilà, nous sommes à 23. Merci de vous connecter. Merci d'être présent à cette conférence. Merci de mettre des cœurs. Merci d'aimer et de protéger cette vidéo. Et enfin, merci de la partager afin que le plus grand nombre puisse être édifié sur ce qui sera dit. Je suis Private Ngomo.
responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement se définit comme une structure associative, politique et internationale. Nous avons pour corpus idéologique le triptyque suivant. Nous sommes foncièrement souverainistes, ouvertement anti-France-africains et fondamentalement panafricanistes. J'allais même dire désormais néo-panafricanistes. Je tiens à vous remercier, vous qui êtes actuellement connectés sur la page Private Ngomo, ma page privée. À la table de cette conférence, je disais que j'avais prévu de faire une conférence, un direct sur la campagne The France-Afrique Bashing. J'entendais le réaliser sur la plateforme habituelle New Power Official, la plateforme de notre mouvement. Il se trouve qu'on a restreint mes capacités à démarrer un direct. On a restreint mes capacités à pouvoir entretenir avec vous un échange. Naturellement, j'y vois les services de Facebook qui ont été interpellés, alertés par les agents de la France-Afrique. Car jusqu'à présent, je n'ai jamais eu aucun souci sur la plateforme New Power Official pour délivrer mon message. Aujourd'hui, j'ai constaté à mes dépens qu'ils avaient la capacité de m'empêcher tout simplement de communiquer comme je suis en train de le faire sur une page privée qui n'est pourtant pas habilitée à devenir cette plateforme politique. Mais enfin, j'ai réussi à contourner l'obstacle puisque je peux m'entretenir actuellement avec vous. Et cette vidéo sera enregistrée et elle sera postée sur notre plateforme New Power Official. Depuis le 11 novembre 2021, nous avons entrepris une campagne que nous avons dénommée The France-Afrique Bashing. Ce fut l'acte 1 de cette campagne. L'acte 1 où nous avons lancé officiellement la campagne The France-Afrique Bashing. Et nous l'avons justifié. Nous avons justifié cette campagne en disant qu'il est légitime que nous prenions la parole dans un cadre où nous ne sommes pas attendus. Comme vous le savez, la campagne présidentielle française a commencé. Il est question pour les Français d'élire le prochain président de la République, de leur pays. Or, il se trouve que, selon la Constitution de la Ve République, le président de France est également le président des différents territoires africains qui étaient les anciennes colonies françaises. Donc, je pense qu'il est de mon devoir de prendre la parole lorsque je considère que les décisions qui sont prises par ce président concernant mon pays, le Gabon, et même l'Afrique francophone, ne sont pas de nature à arranger notre bonheur, notre mieux-être. Et avec le paradoxe que l'on constate aujourd'hui au Gabon, un pays extrêmement riche, mais affreusement pauvre, on voit bien que la volonté de la France officielle et des réseaux, aujourd'hui dirigée par Emmanuel Macron, n'est pas de développer notre pays, mais bien au contraire, de le piller à suffisance. Donc, sur cette base, nous avons décidé de donner de la voix, de nous faire entendre et de dire tout le mal que nous pensons de la France-Afrique. D'où la dénomination The France-Afrique Bashing de cette campagne. Nous avons, en plus de cette justification légitime, défini le cadre d'intervention. Nous entendons parler non seulement des accords secrets de coopération, mais également de la France-Afrique,
l'instrument qui permet à ces accords d'être appliqués. Voici l'acte 1 et les deux vidéos sont disponibles sur notre plateforme The New Power Official. S'agissant de l'acte 2, l'acte 2 a consisté à une lecture scrupuleuse et sans commentaire des accords secrets de coopération que nous dénommons dans notre mouvement New Power accords secrets néocoloniaux. Et ces accords secrets sont doublés, en plus des différents accords, d'une convention d'établissement. Je voudrais ici très brièvement vous rappeler les différents accords que nous avons lus. D'abord, les accords particuliers qui lient la République française à la République gabonaise. Ensuite, en deuxième position, les accords de politique étrangère. En troisième position, les accords de défense avec les 3 annexes qui complètent ces accords de défense. Quatrième position, les accords en matière de produits stratégiques et de matières premières. En cinquième position, les accords liés à la monnaie, à la finance et à l'économie. En sixième position, les accords relatifs à la marine marchande. En septième position, les accords relatifs à l'aviation civile. Et en huitième position, les accords relatifs à l'enseignement universitaire. Et enfin, je le disais, la convention d'établissement qui permet aux Français de s'établir dans notre pays et de faire en sorte que ces accords soient appliqués. J'ai donc fait une lecture pour livrer la substantifique moelle, la substance qui aujourd'hui n'est pas communiquée et n'est pas diffusée à l'ensemble des citoyens gabonais qui sont pourtant impactés par les décisions prises dans le cadre de ces accords. En troisième position, j'ai fait une lecture scrupuleuse et sans commentaire du rapport synthétique d'analyse des différentes clauses de ces accords de coopération. Je veux dire ici et rappeler que, en temps voulu, dans le passé, j'avais pris attache avec quelques experts, notamment dont les disciplines se retrouvent impliquées dans les accords de coopération, et je leur avais demandé, dans des termes de référence relativement clairs, d'analyser, de décrypter, de comprendre ce qui a été ficelé dans ces accords de coopération. Et naturellement, au bout de 3 mois, j'ai pu avoir un rapport. C'est ce rapport dont j'ai fait la lecture du contenu. Et à la balance, nous avons pu présenter les avantages de la partie gabonaise et les avantages de la partie française. Voilà pour ce qui a été l'acte 2. L'acte 3 a consisté... Non, pardon, l'acte 4 maintenant. Car l'acte 1, c'est le lancement officiel. L'acte 2, c'est la lecture scrupuleuse des accords de coopération. L'acte 3, c'est la lecture du rapport. J'aurai l'occasion, à la fin de cette campagne, de mettre à disposition non seulement les accords secrets de coopération que nous appelons les accords néocoloniaux, et également le rapport de synthèse qui porte sur l'analyse de ces accords. Et vous pourrez vous-même vous rendre compte que c'est un véritable marché de dupes dans lequel nous nous sommes malheureusement retrouvés pris au piège avec la signature du Premier ministre Léon Baminko. La signature de ces accords, j'entends naturellement. Aujourd'hui, je vais m'employer à ouvrir l'acte 4, qui est le plus long, car il court jusqu'en avril 2022. Dans cet acte 4, il est question désormais de commenter
les différents éléments d'analyse qui vous ont été soumis, de faire des commentaires détaillés, car il nous importe de comprendre ce qui a été décidé contre nous en 1960, précisément le 17 août, et comment ce mal qui a été ensemencé à ce moment-là a progressé dans la société gabonaise pour enfin devenir une véritable maladie incurable dont on perçoit aujourd'hui les symptômes, car notre pays se porte très mal. Et au New Power, nous pensons que l'origine est à chercher dans les accords secrets de coopération et dans, bien entendu, les piliers de la France-Afrique qui est l'instrument mis au service des accords secrets de coopération qui doivent être appliqués. Aujourd'hui, je souhaite poser la première question, à savoir, les Gabonais sont-ils responsables de l'échec du développement de leur pays? C'est une question qui vaut son pesant d'or. Après 61 ans d'indépendance, après 61 ans de souveraineté, pourquoi les dirigeants politiques gabonais, pourquoi les experts gabonais, pourquoi les cadres supérieurs gabonais, pourquoi les ouvriers qualifiés, pourquoi le peuple gabonais ne sont pas parvenus à développer un pays qui dispose des richesses immenses, des richesses, des ressources naturelles incommensurables et qui en plus a une petite population. Il y a un paradoxe. La question est de savoir qui est responsable de cette incurie, qui est responsable de ce manque, de cet échec de développement. Est-ce que ce sont les Gabonais? Sont-ce les Gabonais qui sont responsables, qui sont coupables de cet échec du développement? C'est la question que je pose aujourd'hui et à laquelle je souhaite répondre. Mais d'abord, je voudrais m'arrêter sur les aspects de définition. Car lorsque nous utilisons les mots de la langue française, pour bien nous faire comprendre, il est toujours important d'en définir d'abord la nature, d'en définir les contours définitionnels. Et si nous sommes d'accord sur les termes que nous utilisons, alors nous pouvons nous comprendre. J'ai donc tenu d'abord à définir le mot responsabilité du point de vue du dictionnaire français Larousse ou Robert. Que dit le dictionnaire? Eh bien, sur un plan définitionnel, la responsabilité est l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences du fait de sa charge, de sa position. C'est aussi la charge, la mission conférée à quelqu'un par une autorité devant laquelle il doit répondre de ses actes. Voilà pour ce qui est de la définition. Sur un plan purement individuel, un plan personnel, c'est le fait d'être responsable, c'est-à-dire assumer une responsabilité. Et de manière plus précise, c'est la nécessité morale de remplir un devoir, un engagement. Alors, du point de vue du droit, sur le plan civil, la responsabilité est l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé par sa faute, dans certains cas déterminés précisément par la loi. Et toujours du point de vue du droit, sur un plan politique, c'est l'obligation pour un gouvernement de quitter le pouvoir lorsque le corps législatif ou le corps électoral lui retire sa confiance. Voilà ce que nous disent les textes français académiques en matière de définition de la responsabilité. Et nous avons posé une question centrale. Est-ce que les Gabonais sont responsables du développement raté, de l'échec du développement de notre pays, le Gabon? Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Nous sommes attaqués.
on réduit notre capacité à pouvoir diffuser ce message. Donc, partagez cette vidéo au plus grand nombre. Faites en sorte que beaucoup de personnes se connectent sur la vidéo et également puissent mettre des cœurs. Nous sommes attaqués. Si ce travail de partage et d'aimer la vidéo n'est pas réalisé, nous allons être interrompus. Et les agents france-africains qu'on nous a mis sur le dos auront réussi leur mission. Vous devez partager la vidéo au plus grand nombre et vous devez mettre des cœurs, c'est très important. Merci pour ceux qui le font en ce moment et que je peux constater. Cette définition ayant été faite, excusez-moi un instant, j'ai un petit souci à régler. Oui, jeune fille, qu'est-ce que tu veux? Ok, va donc prendre tes petits frères et ne faites pas de bruit quand vous allez traverser la pièce. Allez. Oui, ils sont là, au bureau. Vous ouvrez la porte, vous les voyez. Ensuite, vous leur demandez de vous suivre. D'accord? Voilà, il y avait une jeune fille qui tenait absolument à rentrer, donc elle ne voulait pas me perturber. Elle a donc attendu gentiment que je puisse finir au moins ce premier paragraphe de notre live. Et là, elle est en train de prendre ses petits frères. Et quand elle aura fini, donc, elle pourra libérer, on va dire, l'espace pour que je puisse tranquillement poursuivre ce direct. Voilà, ce sont les petits inconvénients du direct. Et il faut donc les traiter avec beaucoup d'humanité et beaucoup de sens professionnel. Voilà. C'est bon, ne faites pas de bruit, descendez doucement. Voilà. D'habitude, je ne suis pas perturbé, mais je ne peux pas empêcher les enfants de venir voir leurs amis, qui sont mes propres enfants. Et donc, ça nous a un peu perturbé, mais je vais poursuivre donc cette communication. Juste avant que je ne m'interrompe, je venais de définir la responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité? Comment comprendre ce concept? Et comment ce concept peut-il être attaché à la réalité des Gabonais, eu égard à la situation de catastrophe que nous connaissons et d'échec du développement? Voilà la question du jour, à laquelle je vais tenter de répondre. Pour y répondre, justement, pour y apporter des éléments de réponse, je compte situer deux responsabilités qui me paraissent fondamentales. La première est historique et la seconde est politique. Et quand j'aurai fini de situer ces deux responsabilités, je vais conclure ce direct. S'agissant de la responsabilité historique, avant de situer justement les différentes responsabilités historiques, vous me permettrez d'abord de restituer le contexte de jadis, le contexte historique qui a permis justement de mettre en valeur ces différentes responsabilités historiques. Quel est ce contexte? C'est d'abord celui de 1958, celui du référendum. Je vais rappeler que en 1958, De Gaulle est revenu aux affaires, car il y a une crise grave qui s'est déclenchée en 1954 et qui s'est traduite par la guerre de libération d'Algérie. Et la 4e République française a été dans l'impossibilité de régler cette crise. On a donc fait appel à un militaire, on a fait appel au général Charles de Gaulle. Ce dernier arrive et il propose naturellement un référendum pour l'établissement, l'érection de la 5e République française. Il le propose à la communauté française, au peuple de France. Mais la question de la libération de l'Algérie pose également la question de l'indépendance des anciennes colonies françaises. De Gaulle propose donc un référendum aussi, qui, lui, porte sur la communauté française, c'est-à-dire la France et son, on va le dire, néo-empire colonial. Car De Gaulle ne veut pas renoncer à l'empire. Il y a donc deux référendums que De Gaulle propose
au peuple français et au peuple africain de l'espace francophone. Il y a deux positions qui vont se démarquer très clairement au niveau du continent africain. Il y a la position d'Ahmed Sékou Touré et il y a celle de Léon Baminko. Ahmed Sékou Touré, il faut le rappeler, était le député français pour le territoire de Guinée-Conakry. Et il exerçait au Palais Bourbon en France, à Paris. Lorsque De Gaulle propose ce référendum, il dit, et cela il a rappelé dans une vidéo avant son décès survenu, je pense, de mémoire en mars 1984, il avait fait cette vidéo bien avant, au moment où les rapports semblaient se réchauffer entre la Guinée-Conakry et la France. Sékou Touré s'était exprimé sur le sujet. Il avait dit qu'au moment du vote, du moins des discussions sur le référendum de la communauté française, il avait dit ceci: la Guinée-Conakry de Sékou Touré, la Guinée-Conakry que je représente, votera pour le oui à ce référendum, à la condition que on intègre dans les clauses un amendement qui stipule que, de la même manière que les peuples d'Afrique sont appelés à entrer de façon démocratique par référendum dans la communauté française, de la même manière, il leur est permis aussi d'en sortir tout aussi démocratiquement. Donc, pouvoir entrer par référendum dans la communauté française et pouvoir en sortir aussi. Jean de Gaulle a refusé de prendre en compte cet amendement qui pourtant tombait sous le bon sens. C'était un amendement à la fois légitime et démocratique. De Gaulle n'en a rien voulu entendre. Et devant la fin de non-recevoir du général de Gaulle, Ahmed Sékou Touré a donc décidé qu'il voterait pour le non à ce référendum. Et ce n'est pas un hasard si de Gaulle, de toutes les capitales africaines, a tenu à se rendre à Conakry, en Guinée-Conakry, car il pensait que de sa haute stature et de son charisme historique, il ferait peur à ce petit nègre qui serait obligé de battre sa couple, de battre en retraite et finalement de se déjuger. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Sékou Touré a bien reçu son invité, comme les Africains savent le faire, mais dans un ton ferme, il a dit que nous préférons la liberté dans la pauvreté plutôt que la richesse dans l'esclavage. C'était un non cinglant et de Gaulle n'a pas apprécié. Et l'attitude de Gaulle, l'attitude du général français montre à suffisance qu'il n'était pas en réalité question de référendum. Il était plutôt question, c'est ainsi que nous le disons au New Power, il était question de diktat référendaire de la part de Gaulle qui entendait voir tous les Africains voter pour le oui, c'est-à-dire rester des territoires d'outre-mer de l'espace français en Afrique. Et c'est justement la position qui a dominé. Car, à l'exception de celle d'Ahmed Sékou Touré, le Grand Sili, tous les autres pays ont opté pour le oui. Et donc, ont refusé l'indépendance. Et c'était la position du Premier ministre de l'époque au Gabon, Léon Baminko. Léon Baminko, il faut le dire, n'était pas un indépendantiste. Il n'était pas un souverainiste. Il voulait que son pays soit toujours sous tutelle française. Il avait cette phrase: chaque Gabonais a deux patries, le Gabon et la France. Cela traduit exactement l'état d'esprit de Léon Ba, qui aujourd'hui passe pour être le père de l'indépendance, ce qui est une parfaite imposture historique qu'il nous faut désormais dénoncer. Donc, Léon Ba va, en 1958, signer le oui au référendum. 2 ans plus tard, le général de Gaulle, Jacques Foccart, le presse de signer l'indépendance, l'acte d'indépendance. Léon Ba n'est pas du tout d'accord.
Ce n'est pas ce qui était convenu en 1958, mais De Gaulle a d'autres projets que j'aurai l'occasion d'expliquer plus tard. Il veut absolument octroyer les indépendances contrôlées aux Africains afin de poursuivre une forme de colonisation dans la coopération. Léomba va donc signer les accords secrets de coopération et c'était la condition pour pouvoir accéder à la pseudo-indépendance. Ce sera fait entre le 16 et le 17 août 1960. Alors, si vous me permettez, je voudrais rappeler dans une brève lecture 2 articles fondamentaux qui, quand vous les entendrez, vous montreront exactement quelle est la position que le président Léomba, quelle est la position de tous les autres présidents africains vis-à-vis du président français. Le premier accord de coopération est l'accord particulier entre la République du Gabon et la République de France. Je vais lire juste les 2 premiers articles. Et quand vous le lisez, tout y est dit. Je procède maintenant à la lecture des 2 articles. Soyez attentifs. Article 1er. La République gabonaise confirme son appartenance à la communauté dans les conditions définies au présent accord et aux accords de coopération franco-gabonaise en date de ce jour. Dans cet article, on dit que le Gabon confirme qu'il est bien membre de la communauté française. C'est ce que dit cet accord, tout simplement. Article 2. La République gabonaise reconnaît que le président de la République française est de droit président de la communauté. Nous sommes membres d'une communauté et on nous dit que notre président, c'est le président du Gabon, reconnaît que le président de cette communauté-là, composée de la France et de tous les autres États africains, eh bien, le président de cette communauté est de droit le président français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France a autorité sur toutes ses anciennes colonies. Nous avons en fait un président français et ses gouverneurs français qui désormais ont la peau noire. C'est ce que dit cet article 2. C'est un article de sujétion, un article d'allégeance, un article de tutelle. C'est cela. Et cet article traduit très clairement, de notre point de vue, la responsabilité historique de la France qui est clairement exprimée là. C'est la France désormais, dans cet article, qui dirige le Gabon, qui dirige la Côte d'Ivoire, qui dirige le Cameroun, qui dirige tous les autres pays de l'espace francophone qui sont devenus des États pseudo-indépendants. C'est elle qui les dirige, sur la base de l'article 2 que je viens de lire là, et qui est très clair. Pourquoi la France procède ainsi? Il faut comprendre justement les enjeux historiques. Il est question pour De Gaulle d'un simulacre d'indépendance. Il en est conscient. Mais si indépendance, il ne faut surtout pas que les Africains se prennent au jeu. Il ne faut pas qu'ils croient qu'ils sont réellement souverains. Donc, que fait De Gaulle? Il a besoin de mettre en place un principe. C'est le principe d'intermédiation. Qu'est-ce à dire? Il faut vous expliquer ce principe d'intermédiation. Pendant la colonisation, pendant l'époque des impérialismes colonisateurs occidentaux, il était normal que la France nomme à la tête de l'AEF ou à la tête de l'AOF des hauts commissaires ou des gouverneurs français, de peau blanche, des Caucasiens qui dominaient, qui dirigeaient les Africains. Il était normal que le chef de l'administration coloniale soit un Français, un Caucasien, à peau blanche, un leucoderme. Il était normal que le chef de la gendarmerie nationale, le chef de la police nationale, le chef des services secrets soit un Français caucasien à peau blanche sur le territoire africain. C'était normal. C'était la colonisation. C'était des terres africaines qui appartenaient à la France. Mais maintenant qu'on nous propose une illusion de dépendance, on ne peut plus directement administrer les États que l'on prétend indépendants. Il faut donc, pour garder la main, procéder au principe, appliquer le principe d'intermédiation. C'est-à-dire qu'on va mettre à la tête de ces pays
des Gabonais pour le compte du Gabon, des Camerounais pour le compte du Cameroun, et ainsi de suite. Mais ces Gabonais qu'on impose à la tête de l'État du Gabon, qu'on impose aux responsabilités du pays, sont en fait des marionnettes au service de la France, qui doivent respecter l'article 2. L'article 2. Et ce qui s'est passé pour Léomba, qui a toujours été un fidèle vassal de la France. C'est ce qui s'est passé pour Omar Bongo Ondimba, qui a été un parfait laquais de la France. Ce qui se passe aujourd'hui pour Ali Bongo Ondimba, qui est un parfait serviteur de la France. Tous ces différents présidents, depuis 61 ans, appliquent l'article 2, qui donne à la France toute autorité sur l'institution présidentielle gabonaise. Il faut le savoir. C'est cela la responsabilité historique. Maintenant, nous allons essayer de voir la responsabilité politique. Car ces marionnettes se sont retrouvées à la tête de l'État du Gabon. Ces marionnettes sont retrouvées à la tête des institutions comme la primature, comme les ministères, comme les secrétariats généraux d'administration publique ou alors des responsables de structures parapubliques. Qu'ont-ils fait de cette responsabilité qu'on leur a donnée? Qu'ont-ils fait? Il faut dire qu'ils n'ont rien fait de grand. Et une phrase des Gabonais le traduit assez clairement. Cette phrase dit que ce n'est pas la France qui demande aux dirigeants gabonais de détourner l'argent public. Ce n'est pas la France qui demande aux Gabonais de ne pas construire les routes, de ne pas construire les hôpitaux, de ne pas construire les dispensaires, de ne pas construire les écoles, de ne pas construire les universités. Ce n'est pas la France qui demande aux Gabonais de ne pas développer leur pays. Voilà ce que disent certains Gabonais. Voilà cette phrase naïve, cette phrase candide que j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs fois et qui traduit là clairement qu'il y a une responsabilité des autorités gabonaises sur la situation de notre pays. Mais regardons plus loin, essayons de comprendre pourquoi des Gabonais qui pourtant aimeraient leur pays, disposeraient de ressources naturelles, autant de richesses, ne seraient pas portés par un patriotisme qui les amènerait à développer leur pays, comme on le voit dans les autres nations du monde. Pourquoi cet échec? Est-ce que ce sont vraiment les Gabonais qui ne veulent pas développer leur pays? Alors, pour répondre à cela, je vais essayer d'apporter quelques éléments. Oui, je conviens que ces éléments sont discutables. Ils sont même contestables. Mais c'est ma part de vérité. Sur la base du travail que j'ai réalisé, des documents que j'ai compulsés et que j'ai essayé de comprendre, que j'ai essayé de scruter, que j'ai essayé d'appréhender. Lorsque la France élimine les hommes politiques gabonais, qui sont des patriotes, qui sont des souverainistes, qui sont des indépendantistes et qui souhaitent véritablement développer leur pays, quand la France les élimine et qu'à la place, elle installe des Gabonais de moindre qualité, disons-le, des médiocres, corrompus qu'elle a achetés, lorsqu'elle les installe à la tête du pays, à la tête des institutions, mais elle est sûre d'obtenir le même résultat sans avoir à le demander. Elle est sûre que ces cancres, que ces médiocres ne vont rien faire quant au développement de notre pays, puisqu'ils n'ont aucune âme patriotique. Quels sont les objectifs de ces médiocres qu'on a installés au pouvoir 61 ans durant? Mais c'est de jouir. C'est de jouir du luxe, de jouir de la luxure, de jouir du lucre, de jouir des biens matériels, des biens financiers, des biens charnels. Ce sont des jouissifs qui sont dépossédés de tout sentiment de patriotisme et qui donc n'ont aucune ambition nationale et qui ne veulent pas marquer leur histoire et qui n'ont pas du tout envie de procéder aux travaux de développement. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ce genre de personnes ont été et sont encore de parfaits intermédiaires pour la France. Pourquoi? Parce que leur attitude de non-développement
permet donc à la France de perpétuer son système de prédation des richesses du Gabon, des richesses des pays africains. C'est aussi simple que cela. Car si nous avions eu à la tête de nos pays de personnes patriotiques, et quelques noms existent, la situation du Gabon aura été forcément changée. Je voudrais risquer maintenant ce qu'on appelle en français une uchronie. Qu'est-ce qu'une uchronie? Une uchronie, c'est une probabilité historique qui ne s'est pas réalisée. Une hypothèse de l'histoire qui ne s'est pas effectuée. C'est cela une uchronie. Exemple. Adolf Hitler gagne la guerre en 1945. C'est une uchronie. Car en 1941, l'Allemagne nazie avait conquis pratiquement toute l'Europe à l'exception de la Grande-Bretagne. Donc on pourrait penser que l'hypothèse la plus probable qui va se réaliser, c'est l'Allemagne nazie qui prend le pouvoir en Europe. En 1941, c'était parfaitement possible d'envisager. C'est une uchronie. L'Allemagne n'a pas gagné la guerre. Elle aurait pu pourtant le faire. Cette hypothèse n'était pas écartée du point de vue historique. Autre uchronie, toujours en Europe. Charles de Gaulle a été condamné par le régime de Vichy du maréchal Philippe Pétain comme étant un traître à la nation. Et il était en exil à Londres. Le chef de l'État français, le maréchal Philippe Pétain, a demandé le rapatriement du traître Charles de Gaulle de Londres pour Paris. Une lettre officielle avait été envoyée au Premier ministre de Grande-Bretagne, Winston Churchill. Or, Churchill combattait l'Allemagne nazie. Mais l'État français restait un allié de la Grande-Bretagne. Donc, que fallait-il faire? Envoyer de Gaulle à Paris pour qu'il soit fusillé, exécuté comme traître à la nation? Ou bien l'envoyer ailleurs? C'est ce qu'a fait Churchill. Il a proposé à de Gaulle de fuir. Où? En Afrique. De Gaulle s'est exilé en Afrique et a réussi en Afrique à constituer justement cette armée de tirailleurs qu'on appelle sénégalais, mais qui sont en réalité les soldats africains qui iront mourir au champ de bataille contre l'Allemagne nazie pour libérer la France. Donc, c'est une uchronie. Si par exemple on considère que Churchill a envoyé de Gaulle, a rapatrié de Gaulle dans son pays, et ce dernier a été arrêté, mis aux arrêts et exécuté. C'était une possibilité. Et si de Gaulle avait été tué, que serait-il devenu de la résistance? Que serait-il advenu de la France et de sa libération? C'est une uchronie. Nous pouvons revenir au Gabon et proposer une uchronie gabonaise. On aurait pu très bien avoir Jean-Hilaire Aubameyang, président du Gabon, en 1960. Il était, du point de vue du pédigré, plus nanti que Léon-Mba. Il avait été agent des douanes, donc il avait une connaissance d'administration. Il avait été élu municipal au conseil municipal de Brazzaville. Il avait été également un collaborateur de Félix Éboué, le Guyanais, qui était le gouverneur de l'AEF. Et il a été pendant longtemps député pour le compte du Gabon, le territoire du Gabon, à l'Assemblée nationale française. Donc il avait l'étoffe. Et en plus, il était un nationaliste. Et il avait voté pour le non, il avait demandé de voter pour le non au référendum. Donc cet homme portait l'étoffe d'un véritable patriote qui, s'il avait pris le pouvoir en 1960, aurait donné au Gabon une autre dimension. Ça explique pourquoi le coup d'État perpétré par les jeunes officiers gabonais en 1964 ont proposé que ce soit lui qui prenne la tête du pays. Donc, nous avions là une possibilité de voir Jean-Hilaire Aubameyang à la tête de notre pays. Ce ne fut pas le cas. La France s'est arrangée pour que cela ne se fasse point. Imaginons qu'Aubameyang ait pris le pouvoir. Il aurait certainement développé le pays correctement. Du moins, je le pense. Imaginons qu'après Jean-Hilaire Aubameyang, ce soit René-Paul Souzat, un fervent défenseur
de la souveraineté du Gabon et qui avait voté et qui avait demandé à voter pour le non au référendum. Un fils du Sud. Mais René-Paul Souzat, à la suite de Jean-Yves Obama-Yege, aurait peut-être avantage accentué le développement du Gabon. Imaginons que René-Paul Souzat quitte le pouvoir et qu'il est remplacé par Germain Mbangema, qui fut, il faut le rappeler, assassiné par le mercenaire Bob Denard à cause de ses positions nationalistes et indépendantistes. Mais Germain Mbangema, qui avait de l'amour pour son pays, l'aurait certainement développé. Imaginons qu'après Germain Mbangema, ce soit Rendjambe Issani qui prenne le pouvoir et qui lui aussi a été assassiné. Mais il est clair que le Gabon aurait peut-être accentué son développement politique, économique, social et culturel. Enfin, imaginons que Mambondou ait pris le pouvoir. Mambondou Pierre, un fils du Sud également, ait pris le pouvoir. Mais nous aurons eu l'image d'un Gabon différent de celui que notre pays présente aujourd'hui. Cela me semble d'une évidence claire, nette et précise. Cette uchronie ne s'est pas réalisée. Si, de mon point de vue, ces hommes avaient pris le pouvoir, ces noms que j'ai cités, ces personnalités brillantes gabonaises dont on ne parle presque jamais, avaient été aux affaires, il est clair qu'elles auraient développé notre pays en exploitant les immenses richesses dont regorge le Gabon. Avec une petite population, cela a été parfaitement possible. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait comparer notre pays à un autre, le Botswana en Afrique australe, à un autre, le Rwanda dans les Grands Lacs. Notre pays aurait eu ce acabit et il pouvait supporter la comparaison, la concurrence avec ces deux pays que je viens de citer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que si ça avait été le cas, quelle aurait été la conséquence pour la France? Car il faut toujours revenir à la France. C'est elle la puissance coloniale. C'est elle qui, depuis le 19e siècle, exploite les richesses du Gabon. À 100%. Le Gabon n'est qu'un territoire. Elle a 100% des richesses. Vous l'imaginez en train d'accepter que des leaders nationalistes, patriotes, développent le continent, développent le Gabon avec les richesses qu'elle a l'habitude de prendre à sa guise? Non. La conséquence qui se serait imposée pour la France, si cette uchronie s'était réalisée, c'est qu'elle n'aurait plus eu l'exploitation exclusive de nos immenses richesses. Elle n'aurait plus eu ce monopole-là. Non. Elle aurait eu des Gabonais aux affaires, des gouvernements gabonais qui soient ses rivaux perpétuels. La France se serait retrouvée en rivalité avec des gouvernements sur les richesses du Gabon. Et elle ne l'a pas voulu. Il était beaucoup plus simple pour elle de bénéficier seule de l'exploitation du bois, du pétrole, du manganèse, de l'uranium, du coltan, du cobalt, de la bauxite, du fer, de l'or, du diamant. Il fallait pour la France qu'elle soit la seule à accéder à toutes ces richesses gabonaises. Et c'est ce qui s'est passé depuis maintenant 61 ans. Si donc la France s'accapare de nos richesses, si c'est elle qui est la principale bénéficiaire de nos richesses, mais alors, comment voulez-vous qu'au Gabon, nous soyons riches? Non. Les richesses du Gabon sont pour la France. Le Gabon enrichit la France. Et c'est ce qui est prévu dans l'article 2 des accords particuliers qui unissent la République française et la République du Gabon. Le président de la République française est de facto le chef du président du Gabon. C'est donc lui qui décide. Et il décide au gré des intérêts de la France. De la France. Donc, un nationaliste ne peut pas accepter cet article 2. Impossible. Et comme les nationalistes ne peuvent pas l'accepter, il est de bon ton pour la France de les éliminer, soit par un assassinat, soit par un exil, soit par un emprisonnement. Voilà les méthodes de la France-Afrique, sur lesquelles nous allons revenir dans le cadre des autres lives que nous aurons par rapport à cette campagne The France-Afrique Bashing que nous sommes en train de poursuivre dans son acte 4. Je veux maintenant terminer cette conférence
car je vais essayer de faire des conférences qui puissent être suivies par les Gabonais, même s'ils n'ont pas assez de forfaits, assez de crédits téléphoniques, pour que l'essentiel de ce qui sera dit imprègne les esprits, car il faut comprendre les enjeux. Et les enjeux, quand vous les comprenez, vous permettent justement de mieux agir pour l'intérêt de votre pays. En conclusion, eu égard à ce qui a été dit, il faut répondre à la question. Sont-ce les Gabonais qui sont responsables de la situation de catastrophe et d'échec du développement de notre pays? De notre point de vue, s'il faut répartir le poids des responsabilités en pourcentage, ce qui est un exercice assez difficile, j'en conviens, mais pour donner une image, s'il nous faut faire une répartition au pourcentage, je dirais que les dirigeants politiques gabonais qui se sont succédés depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qui étaient pour la plupart médiocres, qui étaient corrompus et dépourvus de patriotisme et de souveraineté, sont responsables à 20%, je dis bien 20% des actes qu'ils ont posés dans la situation de catastrophe que nous connaissons. Ils sont responsables à 20%, car ils ne sont pas en réalité les véritables chefs d'un État qui prétend gouverner. Il faut, pour avoir le gros poids de responsabilité, regarder du côté de l'élite française dirigeante de la 5e République française. C'est de ce côté que nous découvrons le poids le plus important, soit 80%. La France officielle et des réseaux, qui par l'article 2 a autorité sur le président gabonais, est responsable à 80% de la situation catastrophique que nous connaissons au Gabon. Elle est responsable du non-développement. Elle est responsable de l'échec au développement que nous constatons. C'est cela qui explique le paradoxe que le Gabon connaît aujourd'hui, d'être un pays immensément riche par ses ressources, mais également affreusement pauvre par sa population. C'est la France qui le veut. Si la France avait l'intention véritablement de développer notre pays comme elle développe le sien, avec nos matières premières, si elle avait ce sentiment généreux et positif, eh bien le Gabon présenterait une autre image. J'en suis convaincu. Mais pour la France, le Gabon reste une colonie d'exploitation. Peu importe le sort des Gabonais, ce qui est pour la France très capital, mais c'est d'accéder à vil prix ou gratuitement aux différentes matières premières pour son industrie afin qu'elle assure son statut de grande puissance. Voilà ce qui importe à la France. Ce n'est pas le sort des Gabonais, c'est le Gabon et les richesses du Gabon. Voilà ce qui importe à la France. Et la politique qui est mise en œuvre selon les accords de coopération est une politique qui vise à exploiter les Gabonais, du moins exploiter les richesses du Gabon. Il faut quand même se souvenir que lorsque ces accords de coopération ont été signés, qui peut nous dire ici quels sont les experts gabonais qui ont été impliqués dans les différents rounds de négociations dans les années 59-60? Quels sont les experts qui ont été approchés, qui ont participé aux discussions avec les experts français? Nous n'en connaissons aucun. Qui sont les ministres de la République qui ont participé aux négociations avec leurs homologues français? Il était question de politique étrangère. Quel est le ministre des Affaires étrangères qui a participé à la rédaction de ces accords de coopération? Il est question des accords de défense et de sécurité. Quel est le ministre de la Défense gabonais qui a participé à la négociation de ces accords? Il est question de matières premières. Quel est le ministre des Mines qui a participé pour défendre les intérêts des Gabonais?
Il est question également de marine marchande. Il est question d'aviation civile. Il est question d'université, d'éducation. Quel est le ministre de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur qui a participé à la négociation de ces accords? Ceux qui ont les noms, ils sont priés de les écrire là en commentaire. Mais je suis persuadé qu'aucun nom ne pourra être transcrit. Aucun. Car la France a seule conçu ces accords, seule élaboré ces accords, seule rédigé les accords, dans le strict et exclusif bénéfice de la France. Et elle a simplement exigé que ces gouverneurs africains qui vont devenir plus tard présidents signent ces accords qui nous liaient mains et pieds auprès de la France, qui signent ces accords et que nous bénéficions d'une pseudo-indépendance. Dès cet instant, tout était scellé. La responsabilité incombait désormais à la France de gérer nos États avec le résultat que nous connaissons. Et ce n'est pas un hasard si les pays de l'Afrique francophone présentent un piteux état économique et politique en comparaison avec les pays de la zone anglophone ou de la zone lusophone qui, eux, ont arraché par le fusil leur indépendance. Voilà ce que je souhaitais dire dans le cadre de cette introduction de l'acte 04 de notre campagne ce France-Afrique bashing qui se poursuit malgré les attaques des agents france-africains qui nous ont presque rendu impossible la diffusion de ce live sur la plateforme habituelle The New Power Official. Mais nous avons aussi de la ressource. Après tout, nous sommes informaticiens. Nous avons réussi à trouver un dérivatif qui nous a permis sur le compte privé de lancer ce live. Et je remercie toutes les personnes qui sont connectées et qui ont suivi ce direct. Pour le jeudi prochain, entre 10h et 15h, quand je vais essayer de trouver la bonne heure pour pouvoir assurer cette diffusion de la conférence en direct. Pour le jeudi prochain, je vous suggère la deuxième question de cet acte 4. La deuxième question. La première, je vous l'ai dit, qui sont les responsables de la situation d'échec au développement au Gabon? Sont les Gabonais responsables de la situation d'échec du développement au Gabon? Voici la première question à laquelle j'ai tenté de répondre là, au cours de ce live, en vous donnant les éléments factuels, les éléments probants et les documents historiques. Pour le jeudi prochain, la deuxième question que nous allons traiter est la suivante. À qui appartiennent les immenses richesses du Gabon? Je reprends cette question. À qui appartiennent les immenses richesses du Gabon? Car si un pays est doté de ressources naturelles incommensurables, il est normal que s'il les exploite pour le bien des populations, ces dernières seront parmi les populations les plus heureuses de la Terre. Je veux ici rappeler que les institutions internationales et financières ont dit que le Gabon était le pays le plus riche du continent africain au regard du produit national brut par tête d'habitant. Nous sommes donc en réalité les citoyens africains les plus riches, potentiellement. Potentiellement. Et comme on sait que le continent africain, comme on sait que Kama est le continent le plus riche de la planète, nous pouvons donc, par déduction logique, dire que nous ne sommes pas seulement les citoyens potentiellement les plus riches de l'Afrique, nous sommes aussi les citoyens les plus riches de la Terre. C'est ce que disent les chiffres. Lorsqu'on prend la somme des richesses du Gabon et qu'on divise ça par tête d'habitants, car nous ne sommes pas très élevés pour ce qui est de la population gabonaise. Nous ne sommes pas très importants. Et pourtant, 110% de la population gabonaise vit sous le seuil de pauvreté. Voilà le paradoxe. Alors, où vont les richesses du Gabon? Ou alors, à qui appartiennent
les richesses immenses du Gabon? C'est la deuxième question que je vous pose et à laquelle j'entends répondre la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre fidélité. Nous abordons des questions très importantes. Nous mettons le doigt sur des points qui sont jusqu'à présent restés tabous, que nos hommes politiques ne veulent pas soulever. Certainement par crainte de perdre leur position sociale, par crainte de perdre leurs privilèges, peut-être aussi par crainte de perdre leur liberté ou même leur vie. Mais quand on est un homme politique, on s'engage pour la nation et on ne craint plus pour sa vie. On se bat pour un meilleur devenir, quoi qu'il advienne. Et s'il faut mourir en chemin, eh bien, nous sommes appelés tous à mourir. Autant mourir de belles morts pour son peuple, pour sa nation. Je vais donc vous laisser en vous disant merci d'avoir été présent, merci d'avoir aimé la conférence, de l'avoir protégée en mettant des cœurs, merci d'avoir partagé pour que le plus grand nombre de Gabonais ou d'Africains qui s'intéressent à notre pays puissent écouter ce qui a été dit. Si la semaine prochaine, à nouveau, on m'interdit de faire ce live sur New Power Official, ce que je pressens malheureusement, eh bien, je serai obligé de venir faire le travail sur ma page privée, Private Ngomo. Voilà. Encore merci de votre présence, merci de votre participation et à jeudi prochain. Je vous salue bien bas. Otep, Otep, Otep. À jeudi prochain.